Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, la formule est consacrée. Dimanche, c'est Info 7, c'est la rétrospective de la semaine. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter un jeune. Il est président de son parti, le Parti d'Union républicaine, un parti non aligné. Avec Godefroid Mouana-Boatou, nous allons analyser le temps fort de l'actualité de cette semaine. Et très heureuse donc de vous accueillir, Godefroid Mouana-Boatou. Merci Madame Paulette, c'est moi qui suis heureux. En tout cas, c'est la première fois, je crois que les gens vont vous découvrir dans Info 7. Parti non aligné, pourquoi? Vous ne voulez ni être de la majorité, ni être de l'opposition, ni même au centre. Donc c'est ça, donc vraiment vous êtes non aligné. Expliquez un peu pourquoi. Oui, Madame Paulette, au fait, le Parti d'Union républicaine que j'ai l'honneur de présider ces jours, c'est un jeune parti qui est né dans le macrocosme politique congolais il y a pratiquement une année. C'est le 19 février que nous allons commémorer notre premier anniversaire. Et en tant que tel, nous n'avons pas aligné des candidats président de la République, encore moins député national ou provincial. Et ce qui fait qu'on ne sait pas aujourd'hui s'allier à qui que ce soit, étant donné que les alliances politiques se font sur base des rapports de force. Et n'ayant pas aligné des candidats, on ne sait pas aujourd'hui se rallier ni du côté des Cash, ni du côté de la Mouka, encore moins de toute autre plateforme de la majorité tout simplement, parce ouais. qu'Atoun doit dire que ça s'appelle maintenant majorité tout simplement. C'est pas la majorité, ce n'est plus la majorité parlementaire ni présidentielle, c'est la majorité tout ouais. ni derrière la majorité, vous vous alignez pas là-bas. Ouais. Nous sommes un parti, comme je l'ai dit, un parti 2.0. Nous nous posons comme une alternative et nous nous construisons progressivement. Et c'est pour ça que nous sommes 2.0, c'est-à-dire un parti de la nouvelle génération, post la génération des acteurs politiques issus du dialogue de Sun City. Nous venons en alternative à cela et nous nous construisons progressivement en nous apprêtant aux élections municipales et locales. Et nous allons partir de la base pour nous implanter progressivement. Quelle est votre idéologie? Parce que ces derniers temps, ça fait un débat quand Peter Kazadi a dit qu'avec l'UDPS et les PPRD partageaient la même idéologie. C'est ça le problème avec les partis africains. On ne sait pas trop les situer. Les partis africains sont beaucoup plus situés d'après leur président, mais l'idéologie n'est pas très bien connue. Alors, quelle est l'idéologie du Parti d'Union républicaine? Merci pour la question. Elle est essentielle. Le Parti d'Union républicaine a effectivement une idéologie. Et ce n'est pas une idéologie qui s'aligne sur la personne du président, mais c'est une idéologie qui s'assoit sur des valeurs et des idées. Nous avons nos 12 valeurs que nous respectons dans le PUR. Et en termes d'idéologie, nous sommes d'obédience libérale. Nous sommes un parti qui donc un peu comme l'ARC, hein? Ouais. Vous êtes dans la même tendance que l'ARC. Exactement, nous prenons la liberté de marché, la libre entreprise comme mode de gouvernance économique. Pour vous, c'est le meilleur pour développer un pays, Godefroid Mouana-Boatou? Oui, effectivement, nous pensons, après avoir étudié avec les fondateurs du PUR, il y a une année, nous avons estimé que c'était l'idéologie la moindre. Mais ce n'est pas aussi un libéralisme extrême ou sauvage. L'État peut garder un certain nombre de contrôles sur les activités économiques, mais le principe veut que la libre entreprise soit consacrée. Vous savez, l'État-providence a montré beaucoup de limites. Aujourd'hui, aucun pays du monde ne peut se targuer de s'être développé simplement par les apports de l'État. Il faut une conjonction, un partenariat public-privé pour développer le pays. Ça, nous y croyons et c'est pour cela que nous avons opté pour l'idéologie libérale. Donc d'ici 2023, sûr que vous allez aligner des candidats pour les élections, soit présidentielles, législatives, provinciales et autres. D'ici 5 ans, vous vous préparez pour 2023 déjà? Oui, nous n'y sommes pas encore, mais nous nous préparons actuellement pour l'organisation des élections municipales et locales, conformément au calendrier de la commission électorale. Oui, le processus n'est pas encore terminé, donc il y a encore... Oui, le processus n'est pas encore achevé et aujourd'hui, il y a nécessité de légitimer les autorités de l'État à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'au niveau de la présidence ou du Parlement et des provinces. Il y a aussi les entités territoriales décentralisées qui sont un espace important de gouvernance locale et de proximité. Qu'on oublie souvent. Oui, souvent, durant 2 législatures, la Constitution du 18 février, son anniversaire d'ailleurs c'est demain, a été violée à plusieurs reprises pendant 2 législatures. On a légitimé une partie. Ce n'est pas normal qu'on continue à saucissonner la légitimité des autorités qui gouvernent la République. Il faut qu'on arrive à parachever le processus électoral jusqu'à l'élection des conseillers des communes, des conseillers urbains, ainsi que des bourgmestres, des maires de la ville et de leurs échevins. Vous vous battez pour ça, vous vous classez maintenant? Oui, nous nous battons pour cela et c'est de plein droit et c'est tout à fait légitime étant donné que
la Constitution a prévu que ces autorités-là aussi soient élues et non nommées sur base des considérations purement subjectives. Vous êtes jeune, cette problématique territoriale des originaires refait surface parce que les gens se rendent compte que le tribalisme est en train, permettez la tautologie, de refaire surface en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un cancer qui gangrène le corps qu'est la RDC. Pour vous, en tant que jeune, en tant que président d'un parti 2.0, est-ce qu'on doit bannir la territoriale des originaires? Je ne sais pas, vous êtes originaire d'où? Est-ce que vous pouvez vous postuler pour une autre entité autre que votre entité d'origine? Merci Madame Paulette. Effectivement, cette problématique, elle refait surface, mais elle n'est pas de notre génération. Nous, qui sommes nés, en tout cas à partir des années 80, 90, ainsi de suite, nous ne pensons pas tribu d'abord. Moi-même, je suis effectivement originaire de la province du Maniema. J'étais candidat gouverneur aux élections du 28 mars de l'année passée. Mais je me retrouve aujourd'hui, je vis à Kinshasa. Je suis marié à une fille du Tanganyika. Vous voyez. Bref, nous, on n'a pas cette conception politique assise ça, sur la tribu comme base. Quand il s'agit de politique, c'est autre chose. Hein. C'est vrai que nous avons un mélange, vous l'avez dit, oui. Vous êtes mariés à tel, nous tous, moi je suis du Kwilu, marié à un homme de la province orientale, ce côté-là, ça compte pas, mais quand il s'agit politique, c'est la tribu qui refait surface. Pourquoi cette cassure entre le sociologique et la politique? C'est vrai, et c'est bien dommage, et je condamne moi avec toute la vigueur possible, ce discours tendant à créer des clivages aujourd'hui entre telle tribu et telle autre tribu. Vous allez vous rappeler, madame, que nous avons assisté dans ce pays aux élections de 2006 à un clivage net entre l'Est et l'Ouest du pays. Ce qui n'a pas été le cas au cours des élections qui viennent de se dérouler dans notre pays. Pour moi, c'est une avancée significative. Aujourd'hui, vous retrouvez des candidats originaires de l'Ouest du pays, mais qui font un score inimaginable, un score énorme au niveau des provinces de l'Est. Vous retrouvez des gens qui sont du Sud-Est, mais qui font des scores importants au niveau du centre du pays. C'était une avancée très significative et ce clivage-là allait être dépassé. Nous ramener encore à ressusciter ces démons du séparatisme assis sur la tribu, c'est quelque chose qu'il faut fortement condamner et déconseiller à la nouvelle génération d'acteurs politiques. La génération 2.0. Nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs, d'abord sur le côté santé. Nous, à Congo Web Télévision, nous avons les priorités, nous savons prioriser les priorités, si je me permets. Nous commençons par la santé. À Kinshasa, comme vous le savez, il y a une épidémie, le chikungunya. C'est un nom que vous devez apprendre maintenant, c'est le chikungunya qui bat son plein maintenant à Kinshasa. Il y a quelques cas déjà à Kinshasa et dans le Bas-Congo. Nous allons en parler. Notre rédaction a essayé de fouiller, d'en savoir un peu plus par rapport à cette maladie. On ne connaît pas, mais cette maladie, on l'a déjà entendu parler vers Madagascar et vers d'autres pays d'Asie. Nous allons parler un peu des symptômes, comment guérir ou comment, en tout cas, déceler cette maladie qui est le chikungunya. Et la MONUSCO, évidemment, a parlé de l'Ebola. L'Ebola qui, on ne comprend pas comment on ne parvient pas cette fois-ci à vraiment abattre cette maladie, surtout à l'est de la République. Il y a des raisons, il y a des gens qui disent que non, les poches d'insécurité ne permettent vraiment pas de guérir cette maladie et vraiment de l'éradiquer définitivement en République démocratique du Congo. Premier condensé, Freddy Kipimo, s'il vous plaît. Au cours de cette matinée scientifique, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a lancé un cri d'alarme. L'épidémie de chikungunya est présente dans la ville-province de Kinshasa et au Congo central. D'après lui, chikungunya est une maladie virale sans traitement curatif ni vaccin. Elle se transmet par des moustiques tigres avec des taches blanches qui sont les principaux vecteurs de la propagation de cette maladie. Le DG de l'Institut national de recherche biomédicale a aussi indiqué que ces symptômes sont, entre autres, la fièvre, les douleurs articulaires et surtout des éruptions cutanées. Lors de son apparition pour la première fois en RD Congo, c'était dans la commune de Matete et au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, a-t-il souligné. Et les gens confondaient cette maladie avec la poliomyélite, car elle provoquait des douleurs au niveau des articulations, des jambes et des mains. Avec une période d'incubation habituellement située entre 11 et 12 jours, chikungunya
est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes et provoque d'énormes difficultés dorsales et des difficultés à travailler, à marteler le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Pour prévenir cette maladie, ce biologiste recommande d'assainir les milieux de vie pour éviter la transmission. À l'en croire, des analyses sont en cours dans les laboratoires pour déterminer l'ampleur de la maladie afin de renforcer la surveillance épidémiologique et sensibiliser la population aux mesures d'assainissement. L'Organisation mondiale de la santé souligne que les défis à venir sont triples. Il s'agit, entre autres, de maintenir la réponse à la vitesse supérieure à Butembo et Katwa, où le nombre de cas augmente. Rester vigilant pour protéger les acquis à Mangina, Beni, Komanda, Egocha, Chomia ainsi que d'autres villes. Et enfin, maintenir les investissements en matière de préparation dans les zones et provinces à risque de contamination. Également dans le domaine de la santé, deux épidémies dont on parle un peu moins, mais qui sont aussi très préoccupantes et meurtrières en République démocratique du Congo, le choléra et la rougeole. Nos collègues de la coordination humanitaire nous indiquent que ces deux épidémies, qui sévissent dans plusieurs provinces de la RDC depuis août 2018, se sont étendues à d'autres régions en ce début d'année. Dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Haut-Tanganyika, le choléra a fait plusieurs victimes depuis le mois de janvier. Entre le 1er janvier et le 6 février, ces trois provinces ont enregistré un total de 1936 cas avec plus de 50 décès. La situation semble plus alarmante dans le Haut-Katanga avec 926 cas et 24 morts. Un nouveau foyer de choléra vient en outre de s'ouvrir au début de ce mois de février dans la zone de santé de Mpiana, territoire de Manono, alors que durant toute l'année 2018, cette région n'avait notifié aucun cas. La réponse actuellement en cours sur le terrain dans ces foyers de choléra est estimée à environ seulement 10% des besoins, ces besoins qui s'élèvent à 5 millions de dollars. Les difficultés de maîtrise de l'épidémie sont liées entre autres à la faible disponibilité de l'eau potable, à l'insuffisance de la prise en charge médicale et des infrastructures d'hygiène et d'assainissement, y compris une résistance parfois aux bonnes pratiques d'hygiène par les populations affectées. Godefroy Mwana Boitou, nous avons vu la résurgence de ces maladies que les colons à l'époque avaient éradiquées. Nous avons la résurgence du choléra, de la rougeole et maintenant du chikungunya, une maladie qu'on doit apprendre en tout cas à vivre avec maintenant, qu'on a décelé certains cas à Matete, dans la commune de dans le quartier de Kingabwa, pardon, dans la commune de Limete. Mais quand on regarde toute cette maladie, ces maladies sont liées à l'environnement. Et l'environnement de Kinshasa, on le sait, n'est pas très sain, n'est pas très viable. Donc, on est parti pour la gloire hein, avec ces maladies-là. Exactement, madame, c'est bien dommage. Et c'est parmi les défis, je pense, de la gouvernance de la ville de Kinshasa actuellement. Je vous donne un exemple. Moi, je viens, en venant à participer à votre émission, j'ai traversé le rond-point des Huileries. Je vous dis, ça va faire une semaine que vous traversez là-bas. C'est pratiquement des flaques d'eau partout, sur l'avenue entre les ronds-points des Huileries et l'avenue Kabambare. C'est pratiquement une mare d'eau. La ville de Kinshasa est devenue aujourd'hui pratiquement une poubelle à ciel ouvert. Sur des avenues, vous passez sur l'avenue Wangata, vous retrouvez des immondices sur la route, en plein milieu de la route. Et ça, ce n'est pas que dans la commune de Kinshasa. Si vous prenez les autres communes périphériques, même dans la commune de la Gombe, c'est pareil. C'est pareil, c'est partout. Et ça, c'est de la responsabilité de qui? La question de l'assainissement, effectivement, c'est de la responsabilité des entités locales. Des maires, des bourgmestres. Des maires de la ville, des bourgmestres, des communes. Voilà pourquoi nous nous battons, nous, dans le Parti d'Union républicaine, pour que cette fois-ci, qu'on parachève le processus électoral, pour que la population se choisisse des conseillers communaux qui vont élire des bourgmestres des communes, qui vont être responsables devant les conseils communaux. Comme ça, chaque bourgmestre va présenter son programme, son projet de société. Il sera élu sur base de ça et on va suivre ses actions. Puisque tant que nous continuerons à désigner des bourgmestres sur base des critères subjectifs, parce que tel parti politique, tel regroupement politique est au pouvoir, il essaie de positionner les cadres de son parti politique, eh bien on aura des bourgmestres qui n'auront des comptes à rendre qu'aux autorités morales, entre guillemets, de leur parti politique. Forme de cadeau, mais s'ils savent qu'ils sont redevables devant des chambres qui peuvent mettre en cause leurs responsabilités à travers des motions, et ainsi de suite, ils vont améliorer le travail. C'est question d'assainissement. Il y a des services d'hygiène
dans les mais communes. Comment ça ne fonctionne pas? Parce que exactement, Kimbouta a dit que c'est peut-être par rapport à la rétrocession. Il a dit si la ville est comme ça, c'est pas sa faute. Il n'avait pas la rétrocession de 40% prévue hein, par la loi. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. D'abord, madame, la Constitution ne parle pas de rétrocession, mais de retenue à la source. Et j'ai suivi d'ailleurs dans l'un des discours de l'actuel chef de l'État, il est revenu sur cette question de retenue à la source. De retenue à la source des 40% des ressources propres des provinces. Mais au-delà de cette retenue à la source, les provinces ont, ainsi que les entités territoriales décentralisées, ont des matières qui relèvent de leurs compétences exclusives. Ils ont aussi des ressources propres qu'ils peuvent mobiliser. Des taxes, il y en a dans les communes, il y en a dans les villes, il y en a aussi au niveau des provinces. C'est question de volonté politique. Lorsqu'on veut, on peut. Il suffit d'y mettre un peu de volonté politique, et bien on peut tant soit peu éradiquer cette question-là en amont. Vous qui voulez vraiment avoir des dirigeants compétents dans les mairies, dans les communes et tout ça, pratiquement, donnez-nous un exemple. Comment éradiquer un peu, comment vraiment faire en sorte que cette ville soit bien assainie? Puisqu'on en parle, mais est-ce que vous avez un moyen? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. On doit éduquer la population, on doit avoir un projet, on va avoir un programme. On ne sait pas trop, parce qu'on a l'impression que, comme vous l'avez dit, on vit dans une poubelle à ciel ouvert. Oui. C'est trop grave. Oui, madame. Nous avons effectivement fait un diagnostic sur le fonctionnement de nos communes, ainsi que, par exemple, sur cette question précise. Nous sommes en train d'organiser, je pense dans les semaines qui vont suivre, des rencontres avec les bourgmestres des communes pour maîtriser, comprendre un peu les causes de cette question d'insalubrité. Mais les causes ne sont pas uniques. Il y a toute une multitude de facteurs qui concourent à cette situation. La première question, c'est la question d'abord de l'exode rural. Aujourd'hui, on ne sait pas maîtriser, en tout cas un bourgmestre des communes, ne sait pas maîtriser combien de personnes il a dans sa propre commune. Dans la propre circonscription du bourgmestre, il ne connaît pas. Vous savez que... Déjà, la nation entière, on ne sait pas, on est combien de Congolais. On n'a pas de pièce d'identité, ça fait plus de 20 ans. Je crois que ça doit être une des priorités du président Félix Antoine Tshisekedi. On doit, à la fin, avoir une pièce d'identité. Exactement. Ça devient incroyable et ça devient insultant. Exactement. Et l'autorité qui est la plus habilitée à fournir ce genre de données aux gouvernants, c'est effectivement l'autorité municipale. Puisqu'ils gèrent au quotidien, madame. Lorsque vous habitez dans une commune, vous ne dépensez pas 1000 francs pour arriver au niveau du siège de votre commune. Donc le bourgmestre est censé connaître tout le monde. Il enregistre les naissances, il enregistre des mariages, il fournit les attestations de bonne conduite, vie et mœurs, des décès. Il est censé connaître cela. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation à Kinshasa où les bourgmestres des communes eux-mêmes, ils ne vivent pas dans leur propre commune. Vous imaginez, vous êtes bourgmestre d'une entité donnée, vous allez habiter à Gombe. Vous allez habiter à ma campagne, ainsi de suite. Il faut arriver à changer cette question-là. Et à partir de ça, on va avoir des dirigeants qui seront plus responsables, parce qu'élus par les conseillers qui ont été des élus du peuple, et ils vont faire le travail correctement. Il n'y aura pas de corruption, hein, comme aux assemblées provinciales. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est vrai. Vous avez d'autres pistes de solutions pour assainir cette ville? Oui, la première piste de solution, c'est de contrôler cette question de l'exode rural. Et puis, après avoir maîtrisé la population, on peut connaître au moins quelle quantité de déchets chaque maison produit et de mettre en place un système de collecte des immondices. C'est des services qui peuvent être gérés soit par les communes, soit par le privé. Sous forme de partenariat public-privé, on concède ces services-là à un privé qui signe un contrat avec les entités territoriales décentralisées et la gestion s'est faite de façon tout à fait cohérente. Je crois que contrôler la population, contrôler la quantité de déchets émises mensuellement par la population, éduquer la population, ainsi que mettre en place ou redynamiser les services d'hygiène à travers soit la gestion directe. C'est ça qui manque, parce qu'on n'a pas d'eau potable, comme l'a dit le monsieur de la MONUSCO, manque d'eau potable, surtout dans le Congo profond. Vous êtes du Maniema, vous savez comment ça se passe, il n'y a pas d'eau potable. C'est pire que Kinshasa. Voilà, et la population ne semble pas connaître vraiment les BABA de l'hygiène. Il faut vraiment les rééduquer par Exactement. Rapport à ça. Ça, c'est lorsqu'on veut s'attaquer aux causes pour résoudre les problèmes. Mais actuellement, puisque on n'aura pas de bourgmestres aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas de dirigeants politiques qui vont gérer des communes de manière proactive. Aujourd'hui, c'est un projet. Je crois aujourd'hui, c'est de renforcer, comme l'a dit le professeur Mouyembe, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs pour son travail, de renforcer la surveillance épidémiologique
et de voir comment trouver des remèdes à ces fléaux pour que cela ne puisse pas s'étendre sur les 24 communes de la ville de Kinshasa. Ça sera grave. Le chikungunya, mesdames et messieurs, nous avons fait des petites recherches. C'est un nom swahili, si je ne me trompe pas. Ça veut dire courbé, parce que quand vous avez le chikungunya, vous avez des douleurs dans les articulations et vous semblez être courbé. C'est pour ça que ça s'appelle chikungunya. Donc, faites très attention. Assainissez votre environnement. Achetez des moustiquaires. Et vraiment, je crois qu'on doit... cette maladie, comme l'a dit M. Mwana Boatou, ne doit pas se répandre dans toute la ville de Kinshasa. Ça sera extrêmement catastrophique. Nous prenons le deuxième point, mesdames et messieurs. Nous allons aux assemblées nationales et provinciales. Beaucoup de choses se disent par rapport à ces assemblées. Vraiment, il y a les gens qui se désistent déjà, surtout pour l'élection de sénateurs. Comme vous le savez, l'élection des sénateurs et des gouverneurs se font d'une façon indirecte. Et beaucoup de gens se plaignent qu'on monnaie leur voix. Le monsieur Vidi Chimanga s'est désisté, Adam Bombole s'est désisté parce qu'ils disent que ça coûte extrêmement cher c'est que les députés provinciaux demandent comme argent pour les voter. Et merci donc à Zoumeko et Actualité Possédée de nous donner en tout cas à la minute ces actualités. Ça se monnaie entre 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000 dollars, soit même 60 000 dollars pour les gouverneurs. Donc, nous allons à l'Assemblée nationale, là où on a validé aussi les mandats des députés pour que le travail puisse commencer. Nous attendons jusque là impatiemment le nouveau gouvernement. Cela dépendra, vous le savez, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Frédéric Kipimon, deuxième condensé. Concernant ce point, il est relatif. Il représente le 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. La séance plénière de ce mercredi, consacrée à la validation des mandats des députés nationaux, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Ainsi, le 26 commissions spéciales réparties province par province ont permis au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, présidé par Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, d'atteindre sa première mission. Au total, 485 députés nationaux ont vu leur mandat validé. Le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement a attiré l'attention des élus du peuple sur le cumul de fonctions. Conformément à l'article 78 de la Constitution, les législateurs nouvellement élus sont appelés à se prononcer en 2 à 8 jours sur la fonction souhaitée exercer. Sinon, dépassé ce délai, il est présumé avoir renoncé à son mandat, a rappelé Kyungwa-Kumwanza, Baba, diraient certains. Autre mission assignée au bureau provisoire, c'est aussi la rédaction du règlement intérieur. Il est prévu, c'est jeudi, l'installation d'une commission spéciale en vue d'accélérer les travaux. L'organisation des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale est la dernière tâche du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Au total, 39 députés provinciaux ont répondu présents à la plénière de ce mardi 12 février 2019. Tout a commencé par l'audition et l'approbation du procès verbal de la séance plénière du 7 février. S'en est suivi la présentation et l'adoption du projet de résolution portant création de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers de la ville de Kinshasa. Après débat, une commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers a été mise en place. Elle est composée des membres de chaque parti politique représentés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À noter que les 4 chefs coutumiers qui vont rejoindre les 44 autres députés provinciaux élus seront connus qu'à la fin de ces processus. Signalons également que la commission a 24 heures pour présenter son rapport. Pour rappel, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été installé le 25 janvier 2019. Il est dirigé par Paul Gérard, les plus âgés des élus provinciaux. Léon Junior Nemba et Massengo Thérèse jouent les rôles de secrétaire du bureau. Voilà, Godefroy Mwanabatou, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, on a validé 485 députés, mais le cumul des fonctions, c'est parmi le travail abattu par ce bureau provisoire, il y a certaines tâches qu'il devait accomplir, comme parler de cumul des fonctions. Pour vous, ce sera bien que les gens choisissent entre être député et faire autre chose, puisqu'on est encore dans ce flou-là, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore choisir. Oui, madame, c'est ça aussi le problème lorsque l'on est une jeune démocratie.
il y a des phénomènes qu'on rencontre et qu'au fur et à mesure que nous croissons en termes de culture démocratique, les solutions idoines peuvent être trouvées, mais il y a quand même un problème qui se pose en termes de ces cumuls-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des gens qui sont en même temps ministres et en même temps députés nationaux, en même temps députés provinciaux. Il y a des cas où quelqu'un il est candidat gouverneur dans une province donnée et candidat sénateur pour représenter une autre province donnée. Il y a toute une série de problèmes qui, à mon sens, c'est vrai que la loi a résolu une partie du problème en créant des incompatibilités qui vont amener à ce que l'élu puisse choisir, opter pour une fonction plutôt que pour une autre. Mais je pense qu'il faut encadrer de façon législative cette matière-là de manière en amont déjà, au moment du dépôt des candidatures, on puisse limiter. Parce qu'on ne peut pas se retrouver... Il y a un internaute qui m'a dit de vous poser cette question, Godefroy Mouanaboitou. Déjà, à la CENI, on doit déjà faire le tri. On ne peut pas être à la fois candidat à la députation provinciale et à la députation nationale. On doit choisir une seule candidature. Oui, ça c'est une question. C'est une question d'option politique qui peut être levée, mais dans l'état actuel de la législation congolaise, on n'en est pas encore là. Mais je suis d'avis, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrive à encadrer cela. Parce qu'à un moment, on se retrouve avec des gens qui sont candidats président de la République, candidats député national, candidats député provincial, en même temps candidat sénateur, ça devient quand même problématique. Ça pose un problème d'équité qu'il faut voir comment régler. Je pense que les députés nationaux qui entrent en fonction auront du pain sur la planche et ils pourront voir dans quelle mesure renforcer notre arsenal juridique avec de nouvelles règles pour essayer de mettre fin à ces désordres. Par rapport à la rédaction du règlement intérieur, à chaque législature, un règlement d'ordre intérieur? Eh oui, vous savez, madame, les règlements intérieurs... c'est un document important qui régit le fonctionnement des chambres. Et chaque législature, vous savez, les faits sociaux sont évolutifs. Chaque législature peut ajuster certains points. Des points sur, par exemple, les avantages des députés, des points sur les trains de vie des députés. Je vous donne un exemple. Je vous en prie. Aujourd'hui, au Sénat, au cas où le Sénat est installé aujourd'hui, il se posera un problème, ça sera la première fois qu'on est au Sénat, un sénateur en vie, ancien président de la République sortant. Or, dans la législature passée, ce n'était pas prévu, puisqu'il n'y avait pas d'ancien président de la République à vie qui devait être sénateur à vie. Vous voyez, ce qui va dire qu'avec cette nouvelle législature qui va débuter, il faudra que dans le règlement intérieur du Sénat, il y ait un certain nombre de dispositions pour encadrer l'exercice de ces mandats des sénateurs à vie. Est-ce que ça aura la même forme, le même contenu que des sénateurs élus directement? Est-ce qu'il va représenter sa province d'origine, ainsi de suite? Il y a toute une série de problèmes juridiques qui peuvent se poser. Donc, déjà en posant ce principe-là de la mutabilité des faits sociaux, il va arriver que si on disait que le seul règlement intérieur qui avait été adopté par l'Assemblée nationale sortante va s'appliquer aux nouveaux députés, il y aura un problème juridique. Est-ce que c'est vrai qu'il y a déjà des boucliers qui s'élèvent, des voix qui s'élèvent pour dire que non, la corruption bat son plein pour le choix des sénateurs et des gouverneurs? Vidi Etchimanga l'a dit, Adam Bouboli l'a dit, beaucoup de gens se plaignent, bien que la CENI dise qu'il faut qu'ils ramènent les preuves, ils ne peuvent pas le dire comme ça, c'est aussi salir cette institution, l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales. Mais pour vous, est-ce que le Sénat ou ces assemblées provinciales jouent réellement leur rôle? Moi, je prends l'exemple du Sénégal, par exemple. Macky Sall avait levé l'option de carrément dissoudre le Sénat sénégalais parce qu'il dit, en tout cas, ne trouvait pas l'impact de ce Sénat dans la vie politique du Sénégal. Et d'ailleurs, c'était budgétivore. Et l'argent qui était prévu pour la paye des sénateurs ou le fonctionnement du Sénat, il a alloué à autre chose. Est-ce que pour vous, ces assemblées provinciales ou le Sénat impactent vraiment sur la vie réelle des Congolais? Merci madame, je n'ai pas lu la constitution du Sénégal, mais conformément à la constitution de la République démocratique du Congo, le Sénat n'est pas n'importe quelle institution. Le Sénat, c'est une institution très importante. Je m'explique. En quoi faisant parce que... Je m'explique. Aujourd'hui, notre forme de l'État a prévu 3 niveaux d'exercice du pouvoir. Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Et au niveau du pouvoir législatif, au niveau du pouvoir central, il y a l'Assemblée nationale qui est composée des élus directs de la population. Mais puisque les provinces
ont aussi le droit d'avoir un regard sur la manière dont le pouvoir législatif s'exerce au niveau du pouvoir central, les constituants ont prévu qu'il y ait des représentants des provinces qui forment aussi le Parlement. C'est ça le rôle du sénateur. Et c'est un rôle extrêmement important. Ces traits-là, disons, cette caractéristique où les entités inférieures peuvent se faire représenter au niveau des chambres législatives, au niveau du pouvoir central, c'est un trait du fédéralisme que nous avons tiré. Donc le sénateur tel qu'il est là, c'est un personnage très important de la République en tant que représentant de la province au niveau du pouvoir central. Mais le fait qu'on déplore aujourd'hui, c'est vrai, la télé, c'est les temps, on a compris l'idée, c'est ce monnayage. Oui, exactement, c'est ce qui est dommage. Et quand on voit les gens qui se présentent comme candidats, ce sont les recalés de la députation nationale, beaucoup qui n'ont pas été votés à la députation nationale, les candidats présidents qui ont échoué. C'est comme si tout le monde se rabattait en fait, à l'Assemblée nationale, au Sénat, parce qu'ils savent, j'ai un peu de sous, j'ai un peu d'argent, je peux m'en aller et ma voix tranquillement. Est-ce que ça ne décrédibilise, mon Dieu, le français, décrédibilise. Voilà. Exactement. Ça ne décrédibilise pas un peu cette institution. Ça jette de l'opprobre sur l'institution. Vous connaissez mieux le français que moi. Oui, non, madame. Non, ça jette vraiment de l'opprobre sur l'institution. Moi, je proposerais qu'on déménage carrément le Sénat, qu'on l'amène au marché central. Parce que c'est devenu une foire. Parce que c'est au marché où vous venez avec une marchandise, vous la mettez sur la table et vous dites venez acheter, vous discutez les prix. Ah, bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, les voix sont devenues des marchandises. Ce n'est pas possible. Un siège d'un organe aussi important de l'État que le Sénat, on ne peut pas le marchander. Moi, je vous ai dit ici, en venant, que j'étais candidat gouverneur au Maniema, aux élections du 28 mars 2018. Je suis arrivé à Kindu pour battre ma campagne électorale. J'ai été heurté à la même question, à la même problématique. Mais vous n'avez rien dit, hein? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir quelque chose chez les PGR ou aller chez les PGR vous dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on me demande, pour que le PGR puisse poursuivre ses candidats à la députation professionnelle qui jettent le pauvre, comme vous l'avez dit, à cette institution. Amenez les preuves, on vous demande quelles preuves, amenez les preuves et on va les sanctionner. Madame, le procureur général, il est l'organe de la loi. C'est lui le bras de la loi. Il ne peut pas que attendre qu'on lui amène des preuves. Ils sont à la recherche des infractions. Déjà, et ce n'est pas n'importe qui dénonce ces faits infractionnels. M. Vidi Etchimanga, il est dans l'entourage proche et direct du chef de l'État. Lorsqu'il le dénonce, le procureur général doit automatiquement se saisir des faits et initier une enquête. Ce n'est pas très compliqué. Initier une enquête, vérifier les faits, de manière à établir les responsabilités des uns et des autres. L'État de droit, tant prôné par l'UDPS pendant les 36 années qu'elle a passées à l'opposition, c'est aussi ça. C'est aussi veiller à ce que lorsqu'il y a des violations de la loi ou des présomptions, des commissions de faits infractionnels, que les procureurs généraux se saisissent des faits, quelles que soient les personnes, quel que soit le rang des personnes qui ont commis ces infractions. Moi, je serais très heureux aujourd'hui que les procureurs généraux puissent se saisir de ces faits, ou qu'on puisse suspendre carrément ou reporter les élections sénatoriales pour initier des enquêtes sur cela. J'ai lu un article d'un de vos confrères occidentaux qui explique qu'il s'agit des manœuvres de certaines personnalités qui cherchent à obtenir l'immunité pour certains faits qu'ils ont commis durant l'exercice de leurs fonctions. Comme ils ont dit cash, ils les mettent sur la table et ils disent non, quel que soit le prix à payer, je vais payer ce prix pourvu que je bénéficie de l'immunité. C'est ça l'incise qui a créé des problèmes avec, exactement. Tout à l'heure, en fait, cette semaine, avec le discours du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours diplomatique. Cette incise-là, ça a créé vraiment un buzz. Nous, journalistes, taxés de tous les noms. On n'a rien compris de ce qui s'est réellement passé. Vous êtes aussi une élite de mon pays. Est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi devait sauter cette incise-là? Et on se pose la question, Godefroy Moana Boitou, qui a donné ces papiers, au fait, ce discours à la presse et à la chancellerie, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un monde de l'écrit, nous ne sommes pas dans un monde de parole. Quand le corps diplomatique reçoit déjà ce discours avec cette incise, mais c'est ce papier ou c'est ce discours-là qu'il enverra chez lui
sa patrie, dans la cellule Afrique de leur pays. C'est ça qu'on va lire, ce ne sera pas le discours prononcé par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a eu manœuvre pour piéger le chef de l'État par rapport à ce que vous avez dit là, par rapport à la recherche des immunités, par rapport à la levée de sanctions, tout ça? Merci beaucoup, merci beaucoup madame. Je sais qu'il y a une polémique qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux autour effectivement de la version papier du discours et de la version orale du discours. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations, je vais rentrer dans le fond. Le fond du problème, c'est que qu'on soit même arrivé à envisager que ce paragraphe peut figurer dans les discours, c'est déjà un problème, c'est déjà un scandale, madame. Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, c'est un combattant de la liberté. À un moment, je me souviens, moi, j'étais à cette époque militant de la lucha. J'étais arrêté à Makala avec Christopher Ngoyi et les autres. Félix Tshisekedi, que ce soit Martin Fayulu, il passait nous voir en prison. Ils savent. Si vous n'avez jamais été détenu en prison injustement et arbitrairement, vous ne savez pas ce que c'est que la privation de la liberté pour un combat en faveur de la démocratie et de la liberté. Et ces gens qui ont été sanctionnés par l'Union européenne l'ont été effectivement pour entrave à l'exercice de la démocratie. Vous savez, madame, combien on a dédoublé les partis politiques ici? Vous le savez, l'UDPS elle-même en a été victime. On a eu UDPS X, UDPS Y, ainsi de suite, madame. Vous savez la manière dont on a restreint l'espace démocratique. L'expression démocratique était devenue problématique dans ce pays. On ne peut pas prendre à la légère ce genre de faits. Et aujourd'hui, l'État congolais, sans songer aux victimes, sans songer aux nôtres qui sont tombés pendant ce combat-là, va commencer à aller solliciter la levée des sanctions contre les personnes qui en ont été les auteurs. C'est inacceptable. J'ai suivi Félix Antoine Tshisekedi qui a parlé de l'Afrique du Sud. Où sans les pardons, l'Afrique du Sud ne serait pas constituée. De l'UDPS. Mais madame, comment ça s'est passé en Afrique du Sud? Explicitez, parce qu'on le compare aujourd'hui à Il y a eu en Afrique du Sud une justice transitionnelle. Une justice restaurative, il y en a eu en Afrique du Sud. C'est que les gens oublient. Les victimes ont déposé des plaintes au sein de la commission Vérité-Réconciliation qui avait été présidée par le révérend Desmond Tutu. Les bourreaux sont venus, ils se sont confessés devant l'État et il y a eu réconciliation. Les dommages causés aux victimes et les préjudices ont été réparés et il y a eu réconciliation nationale. Les plaies ont été pansées et à ce moment-là, on a accordé l'amnistie. Ce n'était pas, vous arrivez au pouvoir et directement, pas de chasse aux sorcières. Personne ne demande la chasse aux sorcières. On veut juste rétablir certaines vérités. Savoir établir des responsabilités sur certains faits. Rossi Mukendi, de triste et d'heureuse mémoire, a été tué, lâchement assassiné ici. Thérèse Kapangala, mon ami Luc Kouloula et tant d'autres. Les fosses communes de Maluku, ainsi de suite. Madame, c'est des faits sur lesquels c'est vrai qu'on va aller vers vers une réconciliation nationale, mais pas avant d'avoir établi des responsabilités des uns et des autres. Sans avoir pensé les plaies, pas sans avoir indemnisé de victimes. Les plaies sont encore trop fraîches pour qu'on ouvre cette boîte à Pandore. Il est temps qu'on passe à autre chose. Moi, je propose la mise en place d'une commission Vérité-Réconciliation où vont se mettre autour d'une table des victimes, notamment les acteurs des mouvements citoyens, les familles des différentes victimes, les acteurs politiques, tant de l'ancien pouvoir que de l'ancienne opposition, pour discuter ainsi que la société civile et comprendre quels mécanismes de justice transitionnelle peuvent être mis en place pour résoudre cette question. Mon Abatou, nous allons aller à l'UDPS, à Limité, où on a célébré le 37e anniversaire de ce parti, dit la fille aînée de l'opposition. Et aujourd'hui, ce parti est au pouvoir et la sortie de la dynamique de jeunes leaders de Lamuka. C'est sous la musique et les danses folkloriques que le 37e anniversaire de l'UDPS a vécu. Sur ces images, on peut bien lire la joie sur le visage des différents cadres et militants qui ont rehaussé de leur présence à cette manifestation. Prenant la parole, le président intérimaire de l'UDPS a commencé par rendre hommage aux 13 parlementaires qui ont milité pour la création de ce parti. Jean-Marc Kabunda a par la suite retracé les événements marquant l'historique du parti. Kobandela, le 15 février
1982, koleka na période de clandestinité, kokoma le 24 avril 1990, date ya libéralisation, ya scène politique, toye koleka Sun City et Boti, élection ya liboso na 2006. Tolongwe na élection 2006, biso yo lelo na pouvoir. Le président intérimaire a également garanti la non-répression de ce régime des manifestations organisées par l'opposition. Bien après de saluer le couronnement du combat de ce parti pendant près de 37 ans par la victoire à la présidentielle de décembre dernier. To gagnaki élection et si Batunyo Sobaebi, tokoki kopekisa mutu a contester yangote. Tozali ko garantir na ba opposant na biso ke bakobetaka bango gaz lacrymogène te. Quant à la question de la suite de combat qui doit être menée, Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, répond qu'il est désormais question de combattre pour le développement. Après notre accession au pouvoir, le combat qui nous attend, c'est le combat du développement de notre pays. C'est le combat qui consiste à rendre en réalité les slogans nous légués par Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Jadis critiqué pour la pratique de la chaise vide, aujourd'hui l'UDPS a célébré ses 37 ans d'anniversaire tout en scandant le slogan rénové « Tenons bon, l'UDPS a vaincu ». Nous dirons au peuple congolais que rien n'est fini, que personne ne se décourage, comme on essaie de nous dire, beaucoup mais ça n'a bien boti kaka, on ne va pas arrêter parce que la vérité, il faut se battre pour la vérité jusqu'au bout. Je vais m'adresser aussi à la communauté internationale. Un grand monsieur, Martin Luther King Jr. a dit que l'injustice à un endroit au monde est contre la justice partout au monde. Donc il faudrait que la communauté internationale se prenne en charge parce que l'injustice qui s'est vue au Congo avec ce qui s'est passé le 30 décembre et le 10 janvier est contre la justice partout au monde. La dynamique est née évidemment, la motivation. C'est le fait qu'on ne peut pas attendre que nos leaders puissent organiser des actions. L'initiative doit partir de la base. Nous allons descendre dans toutes les communes à la rigueur, nous serons dans toutes les circonscriptions et même à travers le pays. Parce qu'il faut des mots d'ordre qui ramassent la masse, qui drainent la masse. Et ce qui nous lie, nous, c'est la conviction que c'est nous qui sommes victorieux pour la présidentielle du 30. D'une manière spontanée, le jeune leader de la capitale province de Kinshasa ainsi que de la République démocratique du Congo avait pris cette initiative pour mener des actions d'une manière spontanée pour accompagner en fait le mot d'ordre donné par ou soit lancé par le président Martin Fayulu lors de son dernier meeting. Salati. Godefroy Monaboitou, pour vous, l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de la République est-il ou est-elle le couronnement de la lutte de l'UDPS? Merci madame. D'abord, je salue le combat mené par feu Dr Etienne Tshisekedi Omulumba et qui a abouti aujourd'hui à la prise du pouvoir par l'UDPS. L'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo constitue une victoire d'étape, c'est mon point de vue. Ce n'est pas le couronnement final là. Ce n'est pas le couronnement final, c'est une victoire d'étape. Gagner le pouvoir n'est pas une fin en soi. Gagner le pouvoir, c'est un moyen en vue de la fin ultime qui est le développement de la nation. Comme l'a dit Peter Kazadi, le combat continue, c'est le combat pour le développement du peuple congolais. Donc l'UDPS n'a pas encore vaincu. Ils ont dit, l'UDPS a déjà vaincu. N'a pas encore vaincu, il est dans le processus de vaincre. Puisque madame, la République démocratique du Congo n'est pas encore une puissance régionale. Elle n'a pas encore acquis la place qui est la sienne sur l'échiquier international. Puisque le peuple congolais ne mange pas encore 3 fois par jour. Madame, vous êtes en train de voir, d'assister à toute cette grogne sociale.
Ça gronde partout. C'est levé de bouclier, les gens ne comprennent pas. Dans des services publics. SNCC, plus de 20 ans d'arriéré, c'est incroyable. L'insécurité. Madame, nous venons de parler ici des épidémies, ça et là. Nous parlons de la gouvernance locale, du parachèvement du processus électoral. C'est pour ça que nous disons dans PUR que l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo n'est qu'une victoire d'étape. C'est une phase importante qui a été franchie puisque aujourd'hui, nous avons consacré le fait que désormais, aucun président de la République ne pourra prendre la nation en otage, comme ça a été le cas avec son prédécesseur Joseph Kabila. Pendant plus de 3 ans, madame, nous avons subi tout. Quel combat nous n'avons pas mené? Quel front nous n'avons pas ouvert? Pour l'alternance. Pour l'alternance. Nous en avons souffert, nous autres, dans votre chair, dans nos libertés. Et certains en ont perdu la vie. Pour ça, le fait qu'aujourd'hui, il est devenu un acquis pour la postérité que désormais, vous devenez président de la République, vous êtes au service de la population. Vous faites vos 2 mandats. À la fin, à bout au pia, vous partez, vous laissez la place à quelqu'un d'autre. Et en 2023, sûr qu'il y aura les élections. Ainsi de suite. Pas de... Puisque nous avons cet acquis-là, exactement, madame, c'est déjà un premier pas. Maintenant, il faut se mettre au travail, se mettre effectivement au travail en réconciliant le peuple congolais, parce qu'il y a en tout cas des fissures encore, il y en a, des remous, il y en a, des frustrations, il y en a encore. Comme l'a dit M. Chivava, avec cet hashtag Bokomesana, pour vous, est-ce que ce n'est pas une façon d'humilier l'autre camp? Parce qu'il y en a qui disent, qui ne veulent pas des critiques, qu'on ne critique pas Félix Tshisekedi. On dit qu'il n'a pas encore commencé à travailler, il n'a pas encore un gouvernement, laissez-lui le temps et tout ça. Vraiment, combien de temps, d'abord la toute première question, doit durer sa période de grâce? Est-ce que c'est jusqu'à la formation de son gouvernement? Oui. Cette période de grâce, je peux vous appeler Godefroy. Est-ce que Godefroy, cette période de grâce doit durer jusqu'à la formation de son gouvernement? Madame, il y a des usages. Les usages veulent que dans les 100 premiers jours de l'accession au pouvoir d'un président de la République, on les juge sur des faits, sur des réformes entreprises. Mais lui, il n'a pas encore de gouvernement, Godefroy. Il n'a pas encore de gouvernement. Il va travailler avec qui? Il n'a pas encore un cabinet. On a déjà vu le premier couac avec ce discours. Il n'a pas encore un gouvernement tout autour de lui, pas un cabinet stable et tout ça. Donc, il bénéficie encore de cette période de grâce. L'évaluation peut porter effectivement sur la manière dont on a géré cette période de formation du gouvernement. Est-ce qu'on en a fait une priorité? Jusqu'aujourd'hui, l'informateur n'est pas encore désigné. Nous attendons que l'informateur soit désigné, qu'il aille déceler la plateforme qui dispose de la majorité au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas encore le cas. Toundoua Dignette, ils ont la majorité. On en parlera tout à l'heure. Donc, oui. il a encore de sérieux problèmes. Par rapport à cet hashtag, vous êtes jeune. Comment personnellement vous percevez cet hashtag Bokomesana? Est-ce que c'est une façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'humilier le camp qui a perdu, de dire que non, quoi que vous vouliez, il est là, Bokomesana. Donc, ce n'est que ça. Quoi que fasse Félix Tshisekedi, Bokomesana. Est-ce que ce n'est pas une façon de... C'est du triomphalisme de mauvais goût qui n'aide pas le chef de l'État. C'est du triomphalisme de mauvais goût. Madame, on ne gère pas la République comme par défi. Kabila l'a fait et on a vu la suite. On a vu la conséquence. On ne gère pas la République par défi. Accordons la chance à Félix Tshisekedi. Donnons-lui la chance qu'il travaille, qu'il se mette au travail et qu'il réponde aux attentes du peuple congolais. Le reste des brouhaha, des bruits, c'est juste des postures, comment dire ça, de fanatiques et des militants qui ne comprennent pas la charge et la hauteur de la tâche qui attend aujourd'hui Félix Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo. Les défis sont énormes. Il a vraiment les 11 travaux d'Hercule. Hein, exactement. Accordons-lui la chance de travailler. J'ai suivi Peter Kazadi qui affirme dans votre reportage qu'aujourd'hui le combat de l'UDPS c'est le combat du développement. Exactement, il a raison. Mais c'est le développement du Congo qui est un sous-continent, il ne va pas partir du sommet vers la base. C'est un développement qui va partir de la base vers le sommet. C'est pour cela que je reviens encore une fois de plus sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui de légitimer les autorités municipales et locales. Madame, ce n'est pas 500 personnes qu'on appelle députés nationaux qui vont résoudre les problèmes qui se posent dans toutes les communes de la République démocratique du Congo. Le Congo est trop vaste.
le problème du Congo profond doit être résolu par les autorités municipales et locales. Et ces autorités devraient, selon la Constitution, être choisies par la base. Si l'UDPS compte, en tout cas, réussir le développement autocentré de la République démocratique du Congo, elle doit mettre comme priorité cette question du parachèvement du processus électoral. Jusqu'à la fin. Et la vérité des urnes, est-ce qu'on doit mettre de côté, parce que Martin Fayoulou est descendu encore à l'est de la République, il a été à Butembo, il est à Béni. Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire, ce n'est pas un peu une illusion, ce n'est pas un peu s'accrocher à quelque chose qui n'existe plus, cette vérité des urnes, Godefroy? Est-ce qu'il ne peut pas laisser tomber, aller au Parlement? Il a été, comment dire, validé à l'Assemblée nationale comme député. Est-ce qu'il ne peut pas laisser ce combat-là de la vérité des urnes et aller calmement à l'Assemblée nationale? Peut-être à l'Assemblée nationale, il peut mieux faire son travail. Vous ne trouvez pas? Madame, dans mon parti politique pur, hein, nous avions une démarche initialement. Notre démarche initiale, c'était que les opposants puissent organiser des primaires au sein de l'opposition afin de désigner les candidats communs de l'opposition. Il y a eu Genève, il y a eu Nairobi, vous avez vu la suite. Hein. Nous avons proposé dans notre document de travail, nous avons rencontré Martin Fayoulou. Nous avons parlé avec Vital Kamerhe, nous avons rencontré plusieurs acteurs, même le président Félix Tshisekedi à l'époque, on a eu à parler avec lui au téléphone. Notre idée, c'était d'organiser des primaires de l'opposition où chaque parti politique devait désigner des représentants pour organiser ces primaires qui devaient venir de toutes les provinces du pays et ils procèdent au vote. Celui qui gagne, il est proclamé candidat commun de l'opposition. On n'a jamais été écouté. On avait proposé ça à l'époque. Hein. On n'avait jamais été entendu. Nous avons déposé les documents de travail, que ce soit au président Vital Kamerhe, à Martin Fayoulou ainsi qu'à l'UDPS. Mais on n'a jamais suivi cela. Ils sont partis à Genève. Et le résultat, c'est qu'il y a eu déjà des biais au départ dans le modus operandi de la désignation du candidat commun de l'opposition. Et ça a créé des frustrations au point où aujourd'hui, pour moi, ça me fait la honte de voir Martin Fayoulou s'opposer à Félix Tshisekedi. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y a peu. Où est parti le front commun? Où est parti le front commun? Pas Sinayo, pas Sinanga, ainsi de suite. Où est parti les rassemblements de l'opposition? Bref, je ne préfère pas rentrer dans ces considérations-là parce que moi, je considère Lamuka et Cash comme deux facettes d'une même pièce. Que ça tombe au pile ou au face, c'est la même monnaie, ça a de la même valeur. La question, c'est pourquoi ils devaient se diviser en amont alors qu'ils auraient dû nous éviter ces spectacles-là. Ce débat-là, il n'étend pas à nous faire avancer. Aujourd'hui, il peut y avoir certes des frustrations individuelles. Il peut y avoir certes des erreurs, y avoir eu des erreurs ou même la fraude. C'est possible qu'il y ait eu fraude ou arrangement. C'est très possible. Mais ça, moi, je le mets sur le compte de l'état de babillage démocratique dans lequel nous sommes. Comme nous sommes qu'aux nous troisièmes balbutions encore démocratiquement. Prochainement, ça va s'améliorer. Mais aujourd'hui, mais qui sera nous avons fait quand même un pas. Vu la vitrine politique de la RDC, si je me permets cette expression, qui sera opposant aujourd'hui? Parce que le FCC se dit non, s'il y a eu arrangement, comme vous le dites, donc il y a FCC cash ou majorité cash. Je n'ai pas confirmé cela. Donc on ne sait pas trop. Aujourd'hui, on demande l'unité, on commence à demander l'unité. Il y a certains tenants de l'opposition qui veulent l'unité. Mais aujourd'hui, qui sera opposant face à Félix-Antoine Tshisekedi? Puisque vous dites que la Mouka et Cash, c'est les facettes d'une même pièce. Donc, il n'est pas aussi, on doit réfléchir comme vous. Donc, la Mouka aussi est dans le pouvoir. Donc, qui sera opposant? Parce que dans une démocratie, on doit nécessairement avoir une opposition constructive, une opposition pour vous dire que nous, halte, ça va, sinon on créera des dictateurs ou une dictature. Selon vous, oui, madame, projection, qui sera où est l'opposition actuellement? Chez PUR, nous ne croyons pas à ce clivage qu'on nous présente souvent, majorité opposition, en tout cas depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous faire un petit récapitulatif. Je vous en prie. Quittons l'année 2019, déportons-nous en 2011. C'est quoi la situation? Non. Allons à 2006. C'est quoi la situation? Nous avons des belligérants qui avaient pris les armes
Personne n'ayant gagné la guerre, se sont mis ensemble autour d'une table à Sun City, ils nous ont produit le nouvel ordre constitutionnel. 1+4. À cette époque, vous retrouvez Vital Kamerhe, il est avec Joseph Kabila, c'est vrai. À cette époque, vous retrouvez Olivier Kamitatu, il est avec Jean-Pierre Bemba, c'est vrai. À cette époque, vous retrouvez Moussa Nyamouss, il est dans son camp. Avec le président Kabila. Vous retrouvez Yves Kissombe, qui est aujourd'hui un des extrémistes pro-Kabila, qui était avec Jean-Pierre Bemba. Nous arrivons en 2011, c'est Vital Kamerhe qui n'est plus avec Joseph Kabila, il devient opposant, il s'associe à Etienne Tshisekedi. Vous voyez? Et on avance comme ça jusqu'à ce qu'il y a ce que nous appelons la crise du cinquantenaire, où M. Kabila veut se pérenniser au pouvoir. Il y a une dynamique qui vient pour le faire partir du pouvoir. Pendant ce temps, Olivier Kamitatu, il s'est retrouvé déjà dans la majorité présidentielle. Il n'était plus avec Jean-Pierre Bemba. Yves Kissombe était déjà de l'autre côté. Yves Kissombe était déjà avec Joseph Kabila. Et c'était l'un des chantres les plus extrémistes avec les camps de Makolo Tambola et les autres. Vous voyez. Que Kabila lui-même. Et après, c'est Kamitatu qui quitte Kabila. Aujourd'hui, il est quasiment dans le même camp encore que Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui se retrouve pratiquement avec une dialectique presque kabiliste ou tshisekédiste. Comment voulez-vous que notre génération, que moi je qualifie de 2.0, on se situe par rapport à cet ambroglio-là? Il y aura toujours... C'est de la permutation, madame. Et je vous pose la question, alternance pour la République, il est de Cash ou de Lamouka? La plateforme de Jean-Bertrand Ewanga, que je salue d'ailleurs en passant, avec Délice Sanga, avec Claudel Loubaya, ils sont de Cash ou de Lamouka. Voilà pourquoi il faut qu'à un certain moment, la jeunesse se porte comme une alternative. Et c'est ça le combat des purs. On n'assiste pas aujourd'hui à un clivage politique cohérent et rationnel où il y a des acteurs avec une vision commune. Le compromis à l'africaine, comme l'a dit un occidental. Mais ça force les choses. Il n'y a pas cohérence. C'est de la permutation. Mais elle est assise sur quoi, cette permutation? J'ai suivi à un moment un des porte-parole de l'UDPS, je ne sais pas c'était qui exactement, ça doit être Peter Kazadi, qui disait qu'il est parti retrouver qu'ils sont tous socialistes et le FCC et ils sont socialistes. Ok, ils étaient à Genève, ils étaient avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est le président d'un parti libéral. Comme l'ARC. Donc à cette époque, c'était une alliance contre nature. L'ARC, c'est un parti libéral. Donc on ne nous saute pas ce genre d'arguments. On doit vraiment revoir... il faut revoir ces clivages. Oui, et nous, chez PUR, chaque fois qu'on est sur terrain, on nous pose cette question-là et nous répondons de la même manière. On dit, mais non, on ne peut pas rentrer dans ce clivage-là. Notre génération politique se pose comme une alternative qui va construire les choses différemment de la précédente. Nous allons reprendre, nous allons parler de la participation de notre président au 32e sommet de l'Union africaine. C'est la première fois que le président de la République, le nouveau président, est allé assister à ce sommet de ses pairs. L'Union africaine nous a été nommé d'ailleurs deuxième vice-président de cette institution. Et le point de presse de la majorité où M. Atundu a affirmé qu'il n'y a plus la peine d'ailleurs de chercher ou de mettre un informateur en place parce que la majorité est déjà connue. Freddy, s'il vous plaît, condensé. Dans son discours au sommet, dimanche dernier, Félix Tshisekedi a fait remarquer que la RDC ne peut pas continuer d'être victime de ses ressources naturelles. Il met en garde ceux qui soutiennent les tentatives qui visent à le déstabiliser. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. Le chef de l'État congolais a notamment émis le vœu de voir son pays apporter son soutien au bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Cependant, à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ses ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Il tient de noter que le nouveau président de la RDC a été désigné par ses pairs vice-présidents de l'UA en charge de l'Afrique centrale après les Sud-Africains et l'Égyptien. D'entrée des jeux, André-Alain Atundu va inviter les uns et les autres à reconsidérer l'appellation de la majorité présidentielle au regard de la nouvelle configuration politique. Il vous faudra désormais vous habituer à considérer notre méga-plateforme comme seulement une majorité parlementaire et la traiter comme la majorité démocratique dans notre pays.
Par commodité, il serait plus simple de nous appeler tout simplement la majorité. Quant à ceux qui estiment qu'il y aurait une majorité attachée à l'actuel chef de l'État, le porte-parole de la majorité les invite à consulter la Constitution. Il laisse au président Tshisekedi un pays en parfaite gouvernabilité. Sur le plan moral, le peuple est dans un état de grande cohésion nationale. Sur le plan spirituel, le peuple garde intacte sa foi à l'avenir du pays. Sur le plan intellectuel, le peuple est décidé à poursuivre sans complexe sa lancée vers l'émergence économique. Joseph Kabila, qui revient tous les mérites parce que selon la majorité, il a laissé les acquis que son successeur doit à tout prix pérenniser. La Constitution est claire sur les modalités de collaboration entre le président de la République et la majorité parlementaire, aujourd'hui clairement définie dans le camp du président Joseph Kabila. Pour André Alain Tundu, la majorité et le président de la République ne sont pas des forces ennemies, mais plutôt des partenaires qui œuvrent ensemble en toute responsabilité. Godefroy Mouana-Boitou. Ce discours prononcé par le chef de l'État à Addis Abeba, selon lequel notre pays ne peut plus être victime de ses propres richesses. Mais il y a une certaine jeunesse aussi qui m'a dit de vous poser cette question, parce que moi je le dis souvent, mon émission est interactive et les questions pleuvent aussi. Est-ce que ce discours de victime, on doit toujours le tenir? Parce que c'est vrai qu'on dit, la RDC, on est victime de nos richesses, les gens viennent, ils volent, les gens viennent, ils prennent et ils s'en vont. Et que faisons-nous nous-mêmes de nos propres richesses, ce que le Créateur a mis dans notre sous-sol? Le Rwanda, on le sait, moi je prends toujours l'exemple qui fait mal. Le Rwanda est actuellement en train de puiser le gaz dans le lac Kivu. C'est le même lac que nous partageons avec le Rwanda. Mais qu'est-ce que nous faisons pour mettre une plus-value aux matières précieuses, aux matières premières que nous avons? Merci madame. Un célèbre écrivain disait les tigres ne proclament pas sa tigritude, ils foncent sur sa proie. Soyenka, ouais. le Nigérian. J'ai fait mienne cette phrase pour dire que la République démocratique du Congo, effectivement, ne doit pas continuer à s'apitoyer sur son sort, à se victimiser. Aujourd'hui, notre diplomatie, notre politique étrangère doit être plus offensive. On ne va pas être à la défensive à tout moment. Comme l'a été les régimes sortants. Je pense que cette attitude de victimisation, c'est la survivance du système Kabila qui avait été quasiment honni par la communauté internationale. Et la seule esquive que le système Kabila a trouvé, c'était de se cacher derrière ces discours pseudo-souverainistes, pendant qu'en même temps, nous connaissons qui finance les grands projets de développement dans notre pays. Alors, madame, moi je pense qu'aujourd'hui, l'option politique à lever sur le plan des affaires étrangères, c'est d'aller vers une diplomatie plus proactive. Vous voyez, une diplomatie offensive. Et là, je pense que le président Félix Tshisekedi a donné un peu le ton. S'il faut le croire sur parole, son discours qu'il a prononcé devant les corps constitués, les diplomates présents à Kinshasa, il a dit que la République démocratique du Congo devait collaborer avec les autres nations du monde sur base d'un partenariat stratégique au bénéfice de la population congolaise. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. En redynamisant par exemple notre présence dans les organisations multinationales, où nous sommes quasiment sous-représentés. Absent. L'un des pays, absent. L'un des pays les plus grands pays francophones du monde. Mais c'est notre voisin qui a pris le contrôle, qui a pris le contrôle, membre du Commonwealth, qui a pris le contrôle de la francophonie aujourd'hui. Et il faut qu'on arrive à reprendre la place qui a été toujours celle du Congo à l'époque, et qui est effectivement la sienne, la place que le Congo mérite. Et pour ce faire, l'une des valeurs sur lesquelles il faut s'appuyer, c'est le respect des droits de l'homme. Il faut commencer par renforcer la question du respect des droits de l'homme pour se faire respecter au sein de ces organisations, mais aussi prendre la posture
d'un partenariat gagnant-gagnant avec les autres États et tourner définitivement la page de ces discours de victimisation. Comment tourner cette page quand on sait, quand Atondo dit qu'avec Cash aujourd'hui, ils sont partenaires? Est-ce que les mêmes tares, les mêmes personnes, permettez-moi de le dire, ne vont-ils pas, ou ces mêmes personnes ne vont-elles pas venir avec les tares du kabylisme quand on voit les Atondo qui sont encore là, les Tambo Mamba, les Cheoki Tundu, les Lambert Mende qui sont encore dans le... C'est vrai que ce n'est pas la chasse aux sorcières, il n'y avait pas que des mauvais sous le régime Kabila, mais beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ces mêmes tares apportées par ces mêmes personnes ne vont-ils pas entacher le régime Fachi? C'était la même chose avec Kabila, hein, à l'époque, tous les Mobutistes sont devenus kabylistes. Exactement, donc sont devenus kabylistes. Et aujourd'hui, les kabylistes deviennent, je ne sais pas, fachistes. Donc, est-ce que ce n'est pas les mêmes tares qu'on va avoir? Il fallait vraiment un renouvellement ou vraiment une cassure pour que la RDC puisse décoller. Dans PUR, nous avons compris que le renouvellement de la classe politique ne se décrète pas. Il ne se décrète pas, disais-je, puisque nous voyons les faits. On ne peut pas décider aujourd'hui qu'on renouvelle la classe politique, mais il faut y travailler à fond. Il faut y travailler à fond, et travailler à fond, c'est à travers cette jeunesse. Il faut éduquer la jeunesse aujourd'hui, il faut donner du travail à la jeunesse, il faut former la jeunesse pour que demain, on ait de nouveaux cadres qu'il faut remplacer effectivement cette classe politique. Quant à l'éventualité d'une alliance FCC-Cash, je pense qu'il faut faire le tri. C'est pour cela que je suis revenu sur la question de la commission Vérité et Réconciliation. Madame, il y a des gens qui ne doivent pas parler maintenant. Il y a des gens qui ne doivent pas prendre la parole à la télévision aujourd'hui, madame. Il faut mettre en place une commission Vérité et Réconciliation. Les plaies sont encore trop fraîches pour qu'on conçoive aujourd'hui des alliances de ce genre, qui peuvent être des alliances contre-productives, comme vous l'avez souligné vous-même. Mettre en place une commission Vérité et Réconciliation, où les victimes se présentent. Il y a beaucoup de dossiers. On ne peut pas construire une nation avec des cadavres dans les placards. On ne peut pas avancer avec ça. Il faut qu'on arrive à penser le play, je l'ai dit encore une fois dans votre émission. Si aujourd'hui on s'est dit, on ne va pas faire la chasse aux sorcières, nous ne sommes pas des ennemis, personne n'a dit que nous sommes des ennemis. Mais pour qu'on devienne des amis, après s'être battus, on se met quand même autour d'une table, on partage un verre, après on se réconcilie, on se demande pardon. Quand est-ce que ça a eu lieu? Quand a eu lieu la réconciliation nationale pour qu'aujourd'hui les victimes ne se sentent pas offusquées et atteintes en voyant les bourreaux d'hier revenir au pouvoir? Cette question, madame, et narguer un peu cette population aussi. Cette question, elle est essentielle. Même symboliquement, les victimes peuvent même être indemnisées de façon symbolique. Les victimes des privations de liberté, des victimes des assassinats, des partis politiques injustement dédoublés, des cadres injustement renvoyés en exil. On a des acteurs politiques qui sont en exil aujourd'hui injustement. Des procès où des gens ont été condamnés injustement par des juges, des tribunaux, aux ordres d'un régime qui était au pouvoir à l'époque. On veut bien tourner la page. On veut bien la réconciliation nationale. Mais il faut des mécanismes qui ont déjà fait les preuves dans le monde. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Puisqu'aujourd'hui on cite le cas Mandela, on cite l'Afrique du Sud. Il y a eu une commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud qui avait été présidée par Desmond Tutu. Ça s'appelle la justice transitionnelle. Et c'est pour cela même que Desmond Tutu et Nelson Mandela ont eu le prix Nobel de la paix. Les victimes sont venues. On a libéré la parole. a reçu le prix Nobel de la paix. Hein. Desclercq et Mandela, disais-je. Oui, Desclercq et Mandela. On a libéré la parole des victimes. Les bourreaux ont reconnu les faits. Logiquement, les bureaux provisoires ont des missions précises. C'est déjà presque fait, presque terminé. Les règlements intérieurs, la validation des mandats, ainsi de suite. Cela étant fait, le seul bureau qui doit être compétent pour investir un gouvernement, c'est le bureau définitif. Donc, au moment où le bureau définitif va être installé, c'est à partir de ce moment qu'on peut envisager la formation du nouveau gouvernement. Il y a déjà des noms qui ont été cités comme de probables premiers ministres. Hein. Nous, on jette un peu le pavé dans la mare. Il y a déjà Albert Yuma de la FEC qui a été cité comme probable premier ministre. Il y a Matata Pognon qui a été cité et tout ça. Et pour vous, quel doit être
le critérium pour ce nouveau Premier ministre? Parce que vous l'avez déjà dit, Godefroy Mwana-Boitou, les défis sont énormes, l'attente de la population est énorme, parce que la population voulait cette alternance, donc l'attente est énorme, l'impatience aussi est là, les gens brûlent d'impatience. Il ne faut pas dire aux Congolais patienter, hein, tout ça, les Congolais veulent sentir le changement tout de suite. Mais peut-être il faut de la pédagogie pour leur dire il faut laisser le président travailler un peu. Pour vous, comment doit être ce Premier ministre, Godefroy Mwana-Boitou? Très pragmatique, pas très, très conciliant. Comment il doit être? Âgé, jeune, posé, tout ça? Ça doit être quelqu'un de moralement irréprochable. Moralement irréprochable. Ça ne doit pas être quelqu'un qui a baigné dans la gabegie financière. Nous connaissons tous l'histoire récente de notre pays. Nous partons des scandales en scandales. Passport Gate, Panama Papers, BGFI Bank, bref, trop de scandales financiers en scandales financiers et qui accablent un système, un régime qui était en place à un moment donné. Je pense que le premier pour moi, en tant que pur, en tant que président d'un parti 2.0, notre génération, nous voulons que si le gouvernement est formé, qu'il soit chapeauté par quelqu'un à la moralité irréprochable. À partir de là, les autres critères vont suivre, notamment les questions de compétences. Un fin politique ou un bon technocrate? Un technocrate, ça serait mieux qu'un fin politique. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de la politique politicienne. Le Congo a besoin de quelqu'un qui sait où il met ses pieds. Même pour le gouvernorat de la ville de Kinshasa, selon vous, pour d'autres gouverneurs, il faut vraiment des gens posés, qui n'ont pas baigné dans la gabegie financière, qui sont moralement purs. Et la répartition des postes en RDC ne doivent plus être des cadeaux, comme on l'a souligné tout à l'heure. Exactement. C'est vrai qu'il y aura un peu de politique dedans. Il y aura un peu des rapports de force politique. Nous avons eu beaucoup de députés, nous avons eu tel nombre de députés, nous préférons tel poste, ainsi de suite. Il y aura cela. Mais que ces critères-là qui donnent à la répartition des fonctions politiques une forme de partage des gâteaux, il faut qu'on essaie de doser un peu cet aspect des choses pour que le partage tienne compte des compétences des uns et des autres. Et surtout de la moralité irréprochable. La perle rare, vraiment, on attend ce gouvernement avec impatience parce que les défis sont énormes, les attentes sont énormes. Par rapport à l'alternance, nous allons aller vers l'avant-dernier papier. Nous avons clôturé un peu ce dossier politique. La vie n'est pas que politique. Nous allons parler un peu de la journée mondiale de la radio. La radio, une des voies, en tout cas par excellence, de la communication. Et je crois que parmi les plus grandes radios en République démocratique du Congo, que les Congolais suivent avec amour et patience, je peux le citer sans me tromper. Nous avons RFI, évidemment. Nous avons Top Congo. Nous avons Radio Okapi, que les gens suivent passionnément, et évidemment bien d'autres radios avec la musique, évidemment il y en a beaucoup. Merci donc à tous ces journalistes de la radio qui nous offrent en tout cas des bons programmes. Merci à vous, surtout à vos voix, ils sont beaucoup plus reconnaissables par leur voix. Et la grève à Télé 50, ça a défié la chronique cette semaine, même c'était pas seulement Télé 50, hein, il y a eu RTV 101, comme vous avez dit, les verrous ont sauté, tout le monde aujourd'hui réclame ses arriérés de salaire. Nous allons suivre un peu ce condensé lié à nous, journalistes. On parle tellement peu de nous. Nous en parlons. Nous en profitons un peu pour cette semaine. Célébrée autour du thème dialogue, tolérance et paix, la journée mondiale de la radio est une occasion de fêter l'importance de ce média en mettant un accent particulier sur son rôle. À ce sujet, Patrick Lokala et Diana, tous journalistes, indiquent que la radio est appelée à sensibiliser contre les antivaleurs. Oui, la radio dans notre pays, comme le média le plus suivi, devrait jouer le rôle de la sensibilisation contre les antivaleurs. Les antivaleurs ici, surtout après cette période post-électorale, sont la division, la discrimination, le tribalisme. Et la radio devrait être pour moi un canal par lequel les acteurs de la société civile devraient ensemble lutter contre les tribalismes, la division, la discrimination. La radio, qui va très loin, plus loin que la télévision, peut créer la paix, tout comme elle peut amener les gens dans la guerre.
En outre, Patrick Lokala interpelle les acteurs de la radio à faire montre de responsabilité. C'est triste de constater aujourd'hui que aussi les acteurs qui travaillent dans les médias ne sont pas traités comme cela aurait dû être le cas. Lorsque vous avez par exemple des journalistes qui sont pauvres, qui ne touchent pas leur salaire, et lorsqu'ils sont face à des personnes qui ont des messages vulgaires, des messages qui appellent à la haine, ces journalistes-là, par les soucis de chercher les qui-vivent, vont céder à ces messages et ils vont les transmettre. La conséquence, c'est que lorsque de mauvais messages sont transmis à la radio, cela aura de l'impact négatif sur la vie de nos populations. Il s'y est de noter que la radio reste le moyen le plus dynamique et attractif car elle est apte à rassembler les communautés et stimuler un dialogue positif pour le changement. Mathieu Kamangoland, journaliste et gréviste des Télé 50, affirme qu'avant la grève, ils avaient déposé une lettre par leur avocat conseil au gestionnaire de cette chaîne de télévision. Après 48 heures, Jean-Marie Kassamba n'a pas répondu. Les grévistes soutiennent n'avoir pas été manipulés et qu'ils restent fidèles à Joseph Kabila et aux institutions de la RDC. Mais nous lisons dans les colonnes des journaux, en ligne, sur Internet, que nous serions manipulés. Chers amis, à notre âge, avec notre expérience, on peut être manipulé? Non! On commence à dire que derrière nous, il y aurait la main de Moïse Katumbi. Où est Moïse Katumbi ici? Jamais. Nulle part. Nous assurons ici haut et fort que nous, grévistes de Télé 50, nous ne sommes manipulés par personne. Depuis 2010, nous avons été fidèles et nous restons fidèles au président Joseph Kabila, aux institutions de la RDC. Ils expliquent qu'ils revendiquent leurs droits en tant que cadres responsables de Télé 50. C'est des Congolais cadres responsables de cette télévision Télé 50 qui revendiquent leurs droits. Juste qu'ils soient payés leurs 14 mois d'arriérés, qui 13 mois, qui 11 mois, et c'est tout, même 9 mois. Les agents de Télé 50 félicitent le président sortant Joseph Kabila pour sa victoire contre les impérialistes, raison pour laquelle il ne pouvait pas manifester pendant qu'il était en plein combat. Humblement, on s'est engagé corps et âme pour défendre les intérêts de la RDC. On le sait bien que le président sortant Joseph Kabila était en guerre contre les impérialistes qui veulent nos minéraux, nos cobaltes, l'or, les coltans. Alors, chers amis, qu'on se le dise, on n'est pas manipulé, on est resté fidèle à Joseph Kabila qui vient de gagner cette guerre importante contre les impérialistes, contre ceux-là qui ne veulent pas le développement du Congo. Quoi de plus normal pendant qu'il était chef de l'État, on ne pouvait pas se mettre à la rue pour étaler tout ceci. Ils disent désormais offrir leur soutien au nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi par leur travail et leur expertise dans les médias. Nous sommes en train d'atterrir, mesdames et messieurs, avec la journée mondiale de la radio. Godefroy Mwanabouatou. Votre radio préférée, c'est à Kinshasa. Qu'est-ce que vous écoutez en premier? À Kinshasa, j'écoute Top Congo. Pourquoi Christian Losakweno, un bon travail? Oui. En tout cas, je le félicite pour le travail qu'il est en train d'abattre parce qu'il a des émissions pratiquement de proximité, des émissions interactives comme vous faites aussi ici, où la population appelle, le débat, ainsi de suite. C'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, c'est l'une des chaînes qui est suivie au-delà de la ville de Kinshasa à plusieurs endroits à travers le pays. Je le félicite pour ça. Radio Top Congo, merci en tout cas pour ce travail abattu. C'est parmi en tout cas les meilleures radios de la ville de Kinshasa. Mais un confrère a soulevé aussi la possibilité, c'est Diana Gikupa qui a soulevé la possibilité qu'une radio puisse véhiculer de mauvais messages, hein, comme on l'a fait au Rwanda à l'époque avec Radio 2000 Collines. D'ailleurs, ça s'est resté l'expression. Pour vous, la radio peut aussi être utilisée comme un instrument de destruction, Godefroy? Exactement, madame. Les médias, en général, sont des véhicules importants de l'information, certes, mais c'est des couteaux à double tranchant. Si vous les utilisez à bon escient, vous pouvez éduquer la population, vous pouvez informer et vous pouvez former l'opinion. Mais si vous les utilisez pour partager des antivaleurs, ça peut devenir une bombe, en tout cas, plus ravageuse que même la bombe nucléaire ou la bombe atomique. C'est pour ça qu'on qualifie même les médias des quatrièmes pouvoirs.
puisque le pouvoir que vous avez de construire une opinion, de faire passer certains messages de manière instantanée dans la tête de vos spectateurs, il est tellement important que ça appelle beaucoup trop de responsabilités de votre part. La grève à Télé 50, beaucoup de gens ont été surpris de cette grève parce que Télé 50 était vraiment cotée parmi les meilleures chaînes de télévision de la RDC, de Kinshasa en particulier, d'ailleurs de la RDC parce que Télé 50 aimait partout, tout ça. Et les gens ont été comme vraiment réveillés en sursaut, j'ai dit, même à Télé 50. Donc, comment vous avez aperçu, comment vous avez votre opinion par rapport à, je suis choqué. À ces grèves? Je suis choqué et peiné de voir ces jeunes gens, comme nous, les journalistes de la génération qui est la nôtre, se retrouver avec autant de mois impayés. C'est inconcevable. Comment ils ont tenu pendant tout ce temps? Comment ils ont tenu? Et Télé 50, vous vous en souviendrez, c'était une des chaînes, en tout cas chantre du kabylisme finissant à l'époque. Mais comment, en même temps, vous êtes dans un système, dans un régime où vous êtes, entre guillemets, bien gratifié, mais on n'arrive pas à gérer, à payer les salaires, simplement les salaires des travailleurs, c'est inacceptable. Et moi, je pense qu'il faut remettre un peu de l'ordre aussi dans ces secteurs-là des médias. D'abord, on ne sait pas quelles sont les formes juridiques de tous ces médias. Habituellement, un média doit se constituer en société commerciale. Et en tant que société commerciale, avoir un capital, déclarer le capital en question de manière à ce que ça couvre les activités et adopter des méthodes de gestion qui soient orthodoxes. Pas comme des ligablos. Oui, hein? Pas comme des ligablos, vous avez juste du matériel, vous créez une radio, vous créez une télévision, après vous n'arrivez pas à payer des journalistes, ils commencent à vivre dans la précarité la plus absolue, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Merci donc à vous, Godefroy Mouanabouté, ce sont vos derniers Mouanabouatou. Je vous donne cette anecdote parce qu'il est né dans un bateau. Ceux qui ne comprennent pas Mouanabouatou, ça fait dire Mouanabouatou, donc né dans un bateau. Godefroy Mouanabouatou, merci en tout cas, parti d'Union républicaine. Merci à vous en tout cas d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci, vous l'avez découvert dans cette émission. En tout cas, c'est la première fois qu'il passe à Info 7. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Moi aussi, je l'ai découvert. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui réfléchissent. Hein. Voilà, moi je suis... On m'appelle un peu amicalement celui qui fait découvrir les talents. On m'appelle comme ça, jeune talent. Ouais. Moi, j'aime bien faire découvrir à mon peuple les jeunes talents. C'est un peu mon devoir. Nous sommes, comme on le dit, les Mbiaka, donc plus de 20 ans dans ce métier. Donc, c'est vraiment ma passion. C'est un plaisir toujours renouvelé de faire découvrir de nouveaux talents. Et je crois que c'est moi qui vous remercie, madame. Après Info 7, vous aurez, je le jure, des coups de fil. Et beaucoup de gens voudront, en tout cas, exploiter votre intelligence. Merci à Freddy Kipimo et à Maurice Gandou, plus mon frère à la caméra qui a permis à ce que Info 7 soit bien capté chez vous. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Et ma phrase, nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Et ce téléphone d'Afrique doit se réveiller et reprendre sa place dans le concert des nations. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.